Salut la communauté, bienvenue à nouveau sur WWBFRA. Message de guerre express. Nous sommes dans une mission cruciale pour atteindre les 600 abonnés. Si vous ne voulez pas manquer cette histoire, cliquez sur s'abonner maintenant et donnez-nous la force finale pour atteindre cet objectif. Prochaine directive. Quel sujet inédit souhaitez-vous pour le prochain épisode? Laissez votre suggestion dans les commentaires. Mission acceptée, mission accomplie. Passons au thème du jour. 8. Comment les soldats ont improvisé des chauffages de boue et de braise pour ne pas succomber au froid extrême des camps. C'est parti. Le sol tremblait, non pas à cause des explosions d'artillerie, ni du vacarme des chars qui avançaient. Il tremblait sous le claquement incessant des dents de milliers de personnes, comme si la terre elle-même était en convulsion, se tordant sous le poids d'un froid qui déchirait la chair et gelait l'âme. C'était l'hiver. Un hiver qui ne pardonnait pas, qui ne distinguait pas les ennemis des alliés, les soldats des civils. C'était l'hiver qui devenait le véritable champ de bataille. Dans un scénario où l'espoir était un luxe et la survie une chimère, des milliers s'entassaient dans des camps improvisés. Des camps qui un jour avaient vibré de la promesse d'une nouvelle aube, avec la confiance inébranlable que la victoire était à portée de main. Il y avait un optimisme initial, une croyance dans la force de l'esprit, dans l'ingéniosité humaine. Mais le temps passait, et l'ennemi n'était pas fait de chair et d'os, mais de glace et de vent. Un adversaire invisible, implacable, qui étouffait la vie d'une étreinte glaciale. Les villes se transformaient en tombeaux blancs, et chaque respiration était un nuage de désespoir, se condensant dans l'air comme un dernier adieu. L'air lourd, métallique, portait l'odeur piquante de la fumée de bois humides et l'odeur aigre-douce de la chair congelée. Chaque pas sur la neige croquante rappelait la fragilité, annonçait la mort qui guettait dans chaque ombre, dans chaque souffle de vent coupant. Le thermomètre chutait et avec lui le moral. Les sons qui étaient auparavant des voix, des ordres, des rires, étaient maintenant remplacés par un silence oppressant, brisé seulement par le hurlement du vent et le gémissement de douleur. La confiance initiale, la puissance de la stratégie, l'optimisme des premières semaines, tout s'évanouissait devant la fureur de la nature. L'ambition politique, les avancées militaires, devenaient insignifiantes. La seule vraie bataille était contre le froid, contre la faim, contre l'épuisement lui-même. Comment rester au chaud quand il n'y a pas de bois, quand le carburant s'épuise, quand l'ennemi est l'environnement lui-même? Ceci est l'histoire d'une lutte épique, non pas contre une armée, mais contre la plus brutale des saisons. Une saga de résistance, d'inventivité et d'une humanité poussée à bout. Abonnez-vous maintenant et rejoignez notre légion d'historiens pour revivre le passé et percer les secrets de la résilience humaine. L'avancée initiale pour beaucoup fut une marche vers l'enfer. Il n'y eut pas de gloire immédiate, seulement la promesse de terre conquise, d'un objectif à atteindre. Mais le paysage se transforma rapidement. Ce qui avait commencé comme une campagne optimiste, avec des soldats confiants et des machines de guerre imposantes, devint vite un calvaire. La neige tombait sans cesse, couvrant tout, transformant le terrain en un manteau blanc et traître. Les moteurs des machines de guerre, qui rugissaient de puissance auparavant, s'étouffaient, gelaient, se taisaient. La phase de victoire apparente se défit comme du cristal au contact de la glace. Le climat hostile n'était pas un simple obstacle, c'était un ennemi actif, une force qui s'opposait à chaque pas, à chaque respiration. Les camps, qui auraient dû être des refuges, se transformèrent en pièges. La fumée des quelques feux qui brûlaient encore était un signe de vie, mais aussi une invitation au désespoir. L'odeur du métal gelé se mêlait à la sueur et à la peur. Les mains, autrefois fermes sur la gâchette, tremblaient maintenant de manière incontrôlable, incapables de tenir ne serait-ce qu'une tasse d'eau glacée. Le tournant ne fut pas une bataille décisive, mais le silence qui suivit l'épuisement des ressources. L'enfer n'avait pas de flamme, mais un froid coupant qui pénétrait les os. Les provisions, autrefois abondantes, n'étaient plus que des souvenirs lointains. La nourriture devint un luxe, l'eau un bloc de glace. Le cauchemar s'installait, non pas avec des cris de guerre, mais avec le murmure de l'hypothermie, avec l'engourdissement qui annonçait la faim. Chaque jour, l'étau de l'hiver se resserrait, transformant l'espoir en un pâle spectre. Le cœur du conflit n'était plus livré sur des lignes de front visibles, mais à l'intérieur de chaque corps, de chaque esprit. C'était une bataille silencieuse, menée contre l'ennemi le plus ancien et le plus implacable, le froid. Il s'infiltrait dans les vêtements en lambeaux, dans les abris improvisés, dans les os.
Chaque aube apportait le décompte macabre de ceux qui ne s'étaient pas réveillés, leur corps rigide, transformé en statues de glace, témoins silencieux d'une guerre qui n'utilisait pas de balles, mais l'étreinte mortelle de l'hypothermie. La faim était une compagne constante, un rongement interne qui ajoutait une couche d'agonie supplémentaire. Ras et verts, autrefois répugnants, devinrent une source de protéines désespérée pour ceux qui avaient encore la force de chasser. L'air était dense de l'odeur des corps sales, de la fumée de bois humide qui ne chauffait pas, irritant seulement les poumons déjà fragilisés. Les sons étaient des gémissements étouffés, une toux incessante et le crissement de la neige sous les pieds épuisés. Il n'y avait pas de combat corps à corps traditionnel, mais une lutte incessante pour la vie, chaque individu contre la nature elle-même. Les embuscades étaient celles du vent, qui volait la chaleur et l'espoir. Chaque jour, la ligne mince entre la vie et la mort devenait plus indistincte. Les histoires d'héroïsme sur le champ de bataille cédèrent la place à des récits de petits actes de gentillesse, d'un morceau de tissu partagé, d'une main tendue à un compagnon qui tombait. Les perspectives alternaient entre la résignation et la détermination. D'un côté, ceux qui succombaient, leurs esprits brisés par le poids de l'adversité. De l'autre, ceux qui refusaient d'abandonner, leurs yeux portant encore une flamme obstinée. Les civils, souvent oubliés dans les grands récits de guerre, étaient les plus vulnérables. Femmes et enfants, avec leurs défenses physiques plus fragiles, affrontaient le même enfer, leur voix réduite au silence par la terreur et l'épuisement. Les impacts psychologiques étaient profonds, laissant des marques invisibles, mais permanentes. L'apathie s'installait, transformant les êtres humains en ombres qui se traînaient, leurs pensées concentrées uniquement sur la prochaine respiration, la prochaine miette de chaleur. La destruction n'était pas seulement urbaine ou rurale, elle était humaine. Des corps gisaient dans les rues gelées, sous la neige qui les couvrait comme un linceul. Les quelques armes qui restaient étaient inutiles contre le froid. Les bruits d'explosion et les cris de guerre étaient maintenant des souvenirs lointains, remplacés par le silence sépulcral d'un monde paralysé. Mais au milieu de ce paysage de désolation, une question persistait, un cri silencieux qui résonnait dans le cœur des survivants. Comment trouver de la chaleur quand il n'y avait pas de bois, pas de charbon, pas d'espoir apparent? L'improvisation devint la seule arme, la seule tactique qui restait. Ce fut dans la boue, dans la terre humide et apparemment inutile, que certains virent une étincelle de possibilité. La boue, cette même substance qui collait aux chaussures et rendait la vie plus misérable, pourrait être la clé. Ils observèrent que les feux de camp, aussi petits fussent-ils, chauffaient le sol tout autour. Et s'ils pouvaient retenir cette chaleur, et s'ils pouvaient la transformer en quelque chose de portable, quelque chose qui pourrait être emporté à l'intérieur des abris pour réchauffer les corps moribonds. L'idée était simple, presque primitive, mais en ces jours de désespoir, le primitif était la seule voie d'évasion. Les expériences commencèrent, petites et maladroites, motivées par la pure nécessité. La boue, mélangée à un peu d'eau pour la rendre malléable, était moulée en récipients rustiques, comme des bols ou des blocs. À l'intérieur de ces moules de terre, on plaçait soigneusement les braises qui, au prix d'un sacrifice, étaient maintenues en vie dans les feux minimaux. Il ne s'agissait pas d'une science exacte, mais d'un art de survie, transmis par des murmures, par des gestes, par un désespoir partagé. L'odeur de terre mouillée et de fumée se mêlait maintenant à un nouvel arôme, celui d'un espoir ténu, d'une chaleur qui n'était pas flamboyante mais persistante, un souffle de vie. La température de la boue, une fois chauffée par les braises, retenait la chaleur pendant des heures. Ce n'était pas la chaleur d'un foyer, d'une cheminée robuste, mais c'était suffisant pour combattre l'engourdissement, pour éloigner la mort un peu plus longtemps. Les chauffages de boue et de braise se répandirent comme un secret vital murmuré entre les camps. Soudain, la boue qui était autrefois synonyme de misère devint un symbole d'ingéniosité et d'une résilience indomptable. De petits points de chaleur commencèrent à apparaître à l'intérieur des tentes et des abris, chacun d'eux étant une petite victoire contre l'étreinte glaciale de la mort. L'isolement, autrefois une muraille infranchissable de froid et de désespoir, commença à céder. Ce n'était pas une libération totale, mais un répit, un petit acte de défi contre l'étreinte suffocante de l'hiver. Les chauffages de boue devinrent plus que des objets. Ils étaient des symboles que, même lorsque tout semblait perdu, la flamme de l'inventivité humaine pouvait s'allumer dans les cendres du désespoir. À l'intérieur des abris improvisés, l'obscurité régnait encore, mais
Elle était maintenant ponctuée de points d'incandescence, de petits soleils de terre cuite qui irradiaient une promesse. L'odeur de fumée et de terre humide, autrefois associée à la misère, portait maintenant le subtil arôme d'une vie qui refusait de s'éteindre. La rareté des provisions continuait d'être une menace constante, un marteau invisible qui frappait le moral. La nourriture était rare, l'eau une glace à faire fondre avec un effort herculéen. Mais pour la chaleur, le besoin le plus primordial après l'alimentation, la solution était désormais accessible. La boue, abondante et gratuite, et les braises, restes de feu qui s'éteindraient sans laisser de traces, étaient les nouvelles ressources. Il n'y eut pas d'exécution, ni d'atrocité d'homme contre homme dans ce chapitre, mais l'atrocité de l'environnement lui-même, qui tentait d'étouffer chaque souffle de vie, chaque pulsation d'espoir. Et contre cette brutalité silencieuse, la résistance était désespérée. Mais elle avait maintenant un outil. La technique se répandait de bouche à oreille, de tente en tente, comme un mantra de survie. Ceux qui se recroquevillaient en silence auparavant échangeaient maintenant des informations, perfectionnèrent les méthodes. Ils découvrirent qu'ajouter un peu de cendre à la boue la rendait plus résistante à la chaleur, qu'une forme plus profonde retenait la chaleur plus longtemps. De petites innovations naissaient de l'urgence, de la nécessité. Des familles, autrefois séparées par le désespoir et la recherche individuelle de chaleur, se rassemblaient maintenant autour de ces petits miracles de terre cuite. Des enfants, dont les lèvres étaient bleues et les corps tremblaient de manière incontrôlable, pouvaient maintenant sentir la chaleur douce, un rappel lointain du confort d'un foyer. L'impact sur les civils fut profond. Pour les familles, les chauffages de boue n'étaient pas seulement une source de chaleur physique, mais de chaleur émotionnelle. Ils représentèrent la possibilité d'une nuit de sommeil moins torturante, d'une journée avec moins de tremblements incontrôlables. Les réfugiés, qui avaient tout perdu, trouvèrent dans la simplicité de la boue et des braises une façon de maintenir la dignité, de lutter contre l'effondrement moral qui menaçait de les engloutir tous. Le désespoir, qui s'installait comme un brouillard dense, commençait à être dissipé par ces petites flammes internes. La peur était toujours réelle, la faim serrait toujours, mais le froid, l'ennemi le plus immédiat et implacable, était combattu d'une manière que personne n'aurait jamais imaginée. L'effondrement moral et physique des forces, militaires et civiles, ne fut pas totalement évité, mais il fut atténué. L'esprit humain, poussé à bout, trouvait dans ces petites inventions une raison de continuer. À chaque chauffage de boue, une petite victoire était remportée. Chaque braise qui brillait dans la terre cuite était un acte de résistance contre l'anéantissement. L'apathie qui consumait auparavant était maintenant contestée par un nouveau but, maintenir la chaleur, maintenir la vie. L'odeur de peau humide et de sueur, mélangée à la chaleur de la terre, créait une atmosphère de camaraderie, d'un destin partagé, d'une lutte unie contre la nature sauvage. Le paysage extérieur continuait d'être un enfer gelé, un désert blanc de mort et de désolation. Mais à l'intérieur des abris, dans le cœur de ceux qui avaient appris à dompter la boue et le feu, il y avait une nouvelle résilience. Une résilience qui ne dépendait pas d'armes ou de stratégies militaires, mais de la force de la volonté et de l'intelligence dans leur état le plus pur. Les braises, autrefois de simples restes d'un feu de camp, se transformèrent en cœurs chauds, de terre cuite, palpitant de l'obstination de la vie. Le froid continuait de mordre, mais maintenant, il y avait une réponse de boue et de braise, d'espoir et de survie. Et chaque jour qui passait, cette réponse devenait plus forte, plus vitale, plus essentielle au maintien de la vie. L'étau de l'hiver était implacable, mais l'humanité, dans sa forme la plus ingénieuse, trouvait des brèches. L'isolement n'était pas seulement géographique, il était existentiel. Les petites îles de chaleur créées par les chauffages de boue étaient des phares ténus dans un océan de glace. Dehors, le vent hurlait un chant funèbre, couvrant toute trace de piste, effaçant l'espoir de sauvetage. Les montagnes de neige s'élevaient comme des murs infranchissables, emprisonnant les survivants dans un silence assourdissant, brisé seulement par le craquement occasionnel de la glace et par des plaintes étouffées. C'était un siège silencieux, imposé par la nature elle-même, et chaque jour, le sentiment d'abandon s'approfondissait, rongeant l'âme comme le gel rongeait la peau. La rareté des provisions restait une ombre constante, planant sur chaque décision, chaque respiration. La boue et les braises avaient résolu une partie de l'équation de la chaleur, mais la faim continuait d'être un monstre affamé.
Les quelques aliments qui restaient étaient rationnés avec une précision chirurgicale, chaque miette étant un trésor. L'odeur de la faim, une odeur métallique et amère, imprégnait l'air, se mélangeant à la fumée et à l'odeur de terre humide. L'eau, bien qu'abondante sous sa forme gelée, exigeait effort et chaleur pour être convertie en liquide potable, un processus lent et épuisant qui consommait les énergies déjà rares. Les maladies se propageaient, silencieuses et létales, fauchant des vies que le froid n'avait pas réussi à emporter. Une toux sèche, une fièvre persistante, étaient des sentences de mort dans un monde sans médicaments, sans espoir de guérison. La résistance, maintenant, n'était plus seulement une question de survie individuelle, mais d'un effort collectif désespéré. À chaque aube, les survivants se traînaient hors de leurs abris, leur corps rigide, mais avec un nouveau but. L'entretien des braises, la collecte de boue, le moulage des chauffages devinrent des rituels sacrés. Hommes, femmes et même enfants participaient, chacun avec sa tâche, chaque geste étant un acte de défi. Les doigts, autrefois gelés et inertes, se mouvaient maintenant avec une précision douloureuse mais déterminée. Le bruit de la terre raclée, le murmure des conversations d'encouragement, le crépitement doux des braises étaient à la bande sonore d'une humanité qui refusait d'être balayée. Pour les familles, les chauffages de boue étaient la ligne mince entre la vie et la mort de leurs proches. Mères et pères, avec des larmes gelées sur les cils, blottissaient leurs enfants près des blocs de terre chaude, sentant le soulagement qu'apportait la chaleur. Les enfants, autrefois léthargiques et pâles, pouvaient maintenant avoir un sommeil plus profond, un répit de l'agonie. La mortalité infantile, qui était accablante, trouvait dans ces petites inventions une barrière précaire. Les réfugiés, qui étaient arrivés avec rien d'autre que les vêtements sur le corps, trouvèrent non seulement de la chaleur, mais une communauté, un but partagé dans la fabrication de ces objets vitaux. L'esprit de solidarité s'épanouissait dans les coins les plus sombres du désespoir, tissant un réseau de soutien qui empêchait l'effondrement total de l'espoir. L'effondrement moral et physique, bien que non totalement inversé, fut significativement contenu. Les corps amaigris et faibles luttaient toujours contre l'épuisement, mais l'esprit trouvait un nouveau focus. L'apathie, qui menaçait de transformer tous en coquilles vides, était combattue par la nécessité incessante de maintenir la chaleur, d'alimenter les braises, de trouver plus de boue. Chaque jour était une petite victoire contre l'inertie de la mort. Les soldats, qui voyaient auparavant leurs compagnons succomber au froid sans résistance, avaient maintenant un outil pour se battre, une raison de bouger. L'odeur de sueur, de fumée et de terre humide, autrefois un rappel de la misère, était maintenant l'arôme de la persistance, de l'obstination humaine face à l'impossible. Le paysage extérieur continuait d'être le même piège mortel, un blanc implacable qui promettait l'anéantissement. Mais à l'intérieur des camps, une nouvelle dynamique s'établissait. Les chauffages de boue n'étaient pas seulement des sources de chaleur, ils étaient des centres de gravité, autour desquels la vie se réorganisait. Ils permettaient de petits moments de repos, de planification, de camaraderie. La résistance désespérée n'était plus seulement contre le froid, mais contre le désespoir lui-même. À chaque braise qui brillait dans la terre cuite, une promesse silencieuse était renouvelée, celle que l'humanité, même au bord de l'abîme, trouverait un moyen de persister, de s'adapter, de se battre pour un jour de plus, une nuit de plus, contre l'enfer gelé qui les entourait. La boue, autrefois méprisée, était maintenant le lien entre la vie et la mort, un témoignage silencieux de l'ingéniosité de l'esprit humain. Et puis, l'hiver montra son visage le plus cruel. Ce n'était plus seulement un siège, mais un point culminant d'anéantissement. Les températures chutèrent à des niveaux inimaginables, transformant l'air en lames de glace qui coupèrent la peau exposée. Le vent, autrefois un hurlement lointain, était maintenant un cri furieux arrachant le peu d'espoir qui restait. Les blizzards devinrent plus denses, plus implacables, enterrant les camps sous un manteau de blanc mortel de plus en plus épais. Chaque souffle de vie semblait être un défi direct à la fureur de la nature. Les chauffages de boue, autrefois salvateurs, furent poussés à leurs limites. Maintenir les braises en vie devint une tâche herculéenne. Le peu de combustible qui existait encore, fines branches, morceaux de chiffon, était consommé en quelques minutes, exigeant un effort constant pour réapprovisionner les petits cœurs de terre cuite. L'odeur de la fumée, maintenant plus intense et piquante, se mélangeait à l'odeur métallique du froid extrême, à la sueur de la peur et à l'haleine glaciale de la mort qui guettait dans chaque ombre.
Les bruits à l'intérieur des abris étaient une toux incessante, des claquements de dents et des gémissements étouffés de douleur. Dehors, seulement la plainte du vent. Beaucoup succombèrent à ce moment culminant de la bataille silencieuse. Il n'y eut pas de reddition formelle, ni de drapeau blanc. La reddition était à la nature elle-même, un effondrement final du corps et de l'esprit. Des corps rigides étaient trouvés à chaque aube, certains encore agrippés à leur chauffage debout, comme s'ils essayaient d'extraire le dernier souffle de chaleur de la terre. Les morts n'étaient pas dus à des blessures de guerre, mais à un ennemi invisible, implacable, qui gelait le sang dans les veines, paralysait les muscles et éteignait la flamme de la vie. Chaque mort était un coup brutal au moral de ceux qui restaient, un rappel vivant de la fragilité de l'existence. Les décisions étaient difficiles, cruelles. Les commandants, ou ce qu'il en restait, étaient confrontés au choix entre tenter une fuite désespérée, une marche quasi suicidaire à travers la neige profonde et les vents coupants, ou rester et lutter contre la mort lente et glaciale. Les deux options signifièrent des pertes. Les tentatives de fuite étaient rares et presque toujours fatales. Ceux qui osaient s'aventurer hors des camps pour chercher du bois ou de la nourriture étaient engloutis par l'immensité blanche, leurs traces rapidement effacées par le blizzard. Le paysage était un désert de mort, et chaque pas loin de l'abri était un pas vers l'abîme. Le coût humain était immense. Ce n'étaient pas seulement les morts, c'étaient les prisonniers du froid. Ceux qui survécurent à cette phase critique portèrent les marques de la reddition partielle de leur corps, doigts et pieds sombres par la gangrène, visages défigurés par le gel, yeux qui avaient trop vu, qui avaient été témoins de la cruauté maximale de la nature. La souffrance était universelle, ne distinguant pas les soldats des civils, les hommes des femmes. Tous étaient égaux devant la fureur de l'hiver. Le désespoir s'approfondissait, mais, paradoxalement, l'inventivité aussi. Au milieu de cet anéantissement, la résilience humaine se manifestait par des actes de pure obstination. Ceux qui réussissaient encore à bouger se consacraient avec une fureur silencieuse à maintenir les braises allumées, à façonner plus de boue, à protéger les plus faibles. La chaleur ténue des chauffages de boue était une ligne de vie, un fil invisible qui reliait les vivants à l'espoir. À chaque moment qui passait, à chaque braise qui brillait, c'était une victoire contre l'inévitabilité de la mort. La retraite n'était pas une marche organisée, mais un refus lent et douloureux de céder, un recul tactique du corps et de l'esprit vers la forteresse de la persistance. Le point culminant de l'hiver fut aussi le point culminant de l'ingéniosité. La boue et les braises se révélèrent être la dernière ligne de défense, la barrière finale contre l'abîme. Elles ne pouvaient pas sauver tout le monde, ni guérir les blessures, mais elles pouvaient prolonger la lutte, donner un jour de plus, une nuit de plus. L'odeur de terre mouillée et de fumée, autrefois un symbole de misère, était maintenant le parfum amer de la survie, de l'obstination d'une humanité qui refusait d'être effacée, même lorsque le monde entier autour d'elle devenait un tombeau de glace. La bataille n'était pas gagnée, mais la lutte continuait, propulsée par chaque pulsation de chaleur qui émanait de la terre cuite. L'enfer gelé commença finalement à céder. Ce ne fut pas une fin abrupte, une libération soudaine, mais un retrait lent et douloureux de l'hiver. Le soleil, autrefois un spectre lointain, commençait à lancer ses rayons pâles sur le paysage, révélant la dévastation qui avait été cachée sous le manteau blanc. La neige fondait en ruisseaux boueux, et ce qui était autrefois un piège mortel se transformait maintenant en un marais de mélancolie. Mais cette victoire n'avait pas le goût de la gloire. Elle avait le goût amer de la perte, l'odeur piquante de terre humide mélangée à celle de la mort. Les survivants émergèrent de l'étreinte glaciale de l'hiver comme des fantômes. Marqués par le froid et l'expérience, leurs corps portèrent des cicatrices visibles. Doigts et pieds noircis par le gel, visages défigurés, peau gercée. Beaucoup avaient perdu des membres. D'autres portaient le traumatisme psychologique d'avoir vu des compagnons succomber à la glace, d'avoir été témoins de l'anéantissement lent et inexorable de l'espoir. Les camps, autrefois vibrants de la lutte pour la vie, n'étaient plus que des souvenirs d'une guerre silencieuse, des monuments improvisés à la ténacité et au désespoir. Le silence qui les entourait n'était plus celui du vent, mais celui de l'épuisement, de la douleur, de la mémoire. L'impact psychologique était aussi profond que les marques physiques. L'apathie, qui avait été une défense contre l'horreur, devenait maintenant un fardeau. Beaucoup parlaient peu, leurs yeux fixés sur un point lointain,
revivant les nuits interminables de froid et de faim. Le monde extérieur, le monde qui existait avant l'hiver, semblait irréel, distant. La confiance, l'optimisme, l'ambition politique qui avait propulsé la campagne, tout cela avait été pulvérisé par la fureur de la nature. La vraie leçon, gravée au fer et à la glace dans l'âme de chacun, était la fragilité de la vie, l'illusion du contrôle humain face aux forces primales. Mais au milieu de cette désolation, brillaient les leçons historiques. La résilience humaine face à l'adversité la plus extrême, la capacité d'improvisation lorsque toutes les ressources font défaut et l'importance de la solidarité en temps de crise. L'événement n'a pas changé le cours d'une guerre, n'a pas modifié les frontières ni renversé des empires. Mais il a changé le cours de nombreuses vies, enseignant que l'ingéniosité peut être aussi puissante que n'importe quelle arme, que la volonté de vivre, même dans sa forme la plus rudimentaire, peut être la plus grande force. L'arrogance militaire, qui sous-estime souvent l'ennemi, fut ici confrontée à l'humilité de la nature, qui ne fait pas de compromis. La mémoire collective de cette technique, même si elle n'est pas célébrée par de grands monuments ou des défilés triomphaux, vit dans les histoires transmises de génération en génération. Elle vit dans les souvenirs de ceux qui se sont réchauffés avec la boue et les braises, qui ont senti le souffle ténu de vie émaner de la terre cuite. Il n'y a pas de manuel scolaire qui détaille exhaustivement la bataille de la boue et de la braise, mais il y a des murmures, il y a des regards, il y a la sagesse silencieuse que la solution au problème le plus urgent peut se trouver dans l'endroit le plus improbable. Les chauffages de boue n'étaient pas seulement des objets, ils étaient des témoignages d'une obstination indomptable, d'un esprit qui refusait de s'éteindre. Les cicatrices restent sur la terre gelée, qui se révèlent maintenant dans des tons de gris et de brun, et dans l'âme du peuple. Un rappel éternel de la force de l'esprit humain, de la capacité de trouver la lumière là où il n'y a que l'obscurité, la chaleur là où il n'y a que la glace. Le legs n'est pas celui de la gloire, mais de la pure survie, d'une humanité qui, poussée à l'extrême, a découvert son essence la plus fondamentale. C'est une histoire de résilience, d'adaptation et de la recherche incessante d'un souffle de chaleur dans un monde gelé, une recherche qui a transformé la boue en espoir et les braises en vie. Le legs de cette épreuve n'a pas été sculpté dans du marbre poli ou gravé dans du bronze imposant. Il n'y a pas de statue de héros brandissant des épées, ni d'arc de triomphe célébrant la victoire sur le froid. La mémoire collective de cette technique, même si elle n'est pas célébrée par de grands monuments ou des défilés triomphaux, vit dans les histoires transmises de génération en génération. Elle vit dans les souvenirs de ceux qui se sont réchauffés avec la boue et les braises, qui ont senti le souffle ténu de vie émaner de la terre cuite. Il n'y a pas de manuel scolaire qui détaille exhaustivement la bataille de la boue et de la braise, mais il y a des murmures, il y a des regards, il y a la sagesse silencieuse que la solution au problème le plus urgent peut se trouver dans l'endroit le plus improbable. Les chauffages de boue n'étaient pas seulement des objets, ils étaient des témoignages d'une obstination indomptable, d'un esprit qui refusait de s'éteindre. Les cicatrices restent sur la terre gelée, qui se révèlent maintenant dans des tons de gris et de brun, et dans l'âme du peuple. Un rappel éternel de la force de l'esprit humain, de la capacité de trouver la lumière là où il n'y a que l'obscurité, la chaleur là où il n'y a que la glace. Le legs n'est pas celui de la gloire, mais de la pure survie, d'une humanité qui, poussée à l'extrême, a découvert son essence la plus fondamentale. C'est une histoire de résilience, d'adaptation et de la recherche incessante d'un souffle de chaleur dans un monde gelé, une recherche qui a transformé la boue en espoir et les braises en vie. La terre, autrefois un ennemi implacable, se révéla aussi une alliée, un dépositaire de chaleur et de vie s'il savait comment en déterrer les secrets les plus profonds. Les générations qui ont suivi ont grandi avec ces histoires murmurées au coin du feu, non plus pour réchauffer des corps, mais pour réchauffer l'âme. Chaque hiver rigoureux ramenait les souvenirs, une alerte silencieuse de la fragilité de l'existence et de la nécessité impérieuse de l'union. L'odeur de la terre humide, le crépitement du bois dans le foyer, le froid coupant de l'air, tout cela évoquait des échos d'un passé pas si lointain, où la vie ne tenait qu'à un fil de fumée. Les enfants apprenaient non seulement à respecter la nature, mais à la comprendre, à chercher en elle à la fois le défi et la solution. C'était une sagesse pratique, transmise non par des livres, mais par des mains calleuses et des regards profonds.
Cette expérience a façonné une identité, non pas l'identité d'un peuple guerrier, mais d'un peuple résilient, ingénieux, qui a trouvé dans la rareté sa plus grande force. L'arrogance de ceux qui avaient planifié la campagne militaire, qui avaient sous-estimé l'ennemi invisible du froid, contrastait brutalement avec l'humilité et l'inventivité de ceux qui, de leurs propres mains, ont forgé l'espoir à partir de la boue et des cendres. La leçon n'était pas sur la gloire de la conquête, mais sur la dignité de la survie, sur la capacité d'un être humain de s'adapter, de créer, de refuser d'être vaincu, même lorsque toutes les probabilités pointaient vers l'anéantissement. Les chauffages de boue, aussi rudimentaires qu'ils fussent, devinrent un symbole de l'ingéniosité qui jaillit de la nécessité, de la solidarité qui s'épanouit dans le désespoir. Ils représentèrent la flamme de la vie qui refuse de s'éteindre, même dans les conditions les plus adverses. Ce n'étaient pas des artefacts de guerre, mais de paix, de survie, d'un triomphe silencieux contre la brutalité aveugle de la nature. L'odeur de la fumée de tourbe qui plane encore aujourd'hui dans quelques villages reculés est un rappel olfactif de cette lutte, un lien avec un passé de souffrance et de dépassement. L'histoire officielle, souvent, se concentre sur les grands généraux, les stratégies de bataille, les traités de paix. Mais la véritable histoire de l'humanité réside dans ces petits actes d'héroïsme anonymes, dans ces innovations nées de la plus pure nécessité. La bataille de la boue et de la braise ne figure pas dans les annales des grands conflits, mais elle est gravée dans la mémoire d'un peuple, dans sa façon de regarder l'hiver, de valoriser la chaleur, de comprendre la fragilité et la force de la vie. Elle nous enseigne que la plus grande des victoires n'est pas sur un ennemi, mais sur les circonstances, sur la mort elle-même, conquise avec de l'argile et du feu, avec obstination et avec l'inébranlable volonté de vivre. Et ainsi, le legs de la boue et des braises s'est entrelacé avec le tissu même de la vie. Ce n'était pas seulement une histoire racontée, mais une philosophie vécue. Les maisons, bien que simples, commencèrent à incorporer la sagesse de l'isolation et de la conservation de la chaleur. Les techniques de construction, les méthodes de stockage des aliments, même la façon dont les communautés s'organisaient pour faire face à la rigueur de l'hiver, tout portait l'écho de cette épreuve. L'odeur de fumée de tourbe qui plane encore aujourd'hui dans quelques villages reculés n'est pas seulement un arôme, mais un portail vers le passé, un rappel olfactif de cette lutte, un lien avec un temps de souffrance et de dépassement. C'était la mémoire matérialisée, respirée à chaque inhalation, un hymne silencieux à la persistance. L'humilité face à la nature est devenue une vertu intrinsèque. La leçon que le plus grand ennemi n'était pas l'homme, mais le froid implacable, a résonné pendant des générations. L'ostentation, l'ambition démesurée, la croyance en l'invincibilité humaine, tout cela avait été pulvérisé par l'haleine glaciale de l'hiver. À leur place est né un profond respect pour la vie, pour la communauté et pour la capacité d'adaptation. Les enfants apprenaient non seulement à respecter la nature, mais à la comprendre, à chercher en elle à la fois le défi et la solution. C'était une sagesse pratique, transmise non par des livres, mais par des mains calleuses, par des regards profonds qui avaient vu l'abîme et étaient revenus. Cette expérience a façonné une identité unique, non pas l'identité d'un peuple guerrier, mais d'un peuple résilient, ingénieux, qui a trouvé dans la rareté sa plus grande force. L'arrogance de ceux qui avaient planifié la campagne militaire, qui avaient sous-estimé l'ennemi invisible du froid, contrastait brutalement avec l'humilité et l'inventivité de ceux qui, de leurs propres mains, ont forgé l'espoir à partir de la boue et des cendres. La leçon n'était pas sur la gloire de la conquête, mais sur la dignité de la survie, sur la capacité d'un être humain de s'adapter, de créer, de refuser d'être vaincu, même lorsque toutes les probabilités pointaient vers l'anéantissement. Les chauffages de boue, aussi rudimentaires qu'ils fussent, devinrent un symbole immortel, un symbole de l'ingéniosité qui jaillit de la nécessité, de la solidarité qui s'épanouit dans le désespoir. Ils représentaient la flamme de la vie qui refuse de s'éteindre, même dans les conditions les plus adverses. Ce n'étaient pas des artefacts de guerre, mais de paix, de survie, d'un triomphe silencieux contre la brutalité aveugle de la nature. L'odeur de la fumée de tourbe, qui plane encore aujourd'hui dans quelques villages reculés, est un rappel olfactif de cette lutte, un lien avec un passé de souffrance et de dépassement, une prière silencieuse pour la continuité de la vie. L'histoire officielle, souvent, se concentre sur les grands généraux, les stratégies de bataille, les traités de paix. Mais la véritable histoire de l'humanité
réside dans ces petits actes d'héroïsme anonyme, dans ces innovations nées de la plus pure nécessité. La bataille de la boue et de la braise ne figure pas dans les annales des grands conflits, mais elle est gravée dans la mémoire d'un peuple, dans sa façon de regarder l'hiver, de valoriser la chaleur, de comprendre la fragilité et la force de la vie. Elle nous enseigne que la plus grande des victoires n'est pas sur un ennemi, mais sur les circonstances, sur la mort elle-même, conquise avec de l'argile et du feu, avec obstination et avec l'inébranlable volonté de vivre. C'est une épopée sans héros en cape et épée, mais avec une légion d'anonymes qui, avec de la boue dans les mains et des braises dans le cœur, ont réécrit le manuel de la survie. L'épopée de la boue et des braises, dépourvue de généraux à cheval et de drapeaux au vent, a redéfini ce que signifie être un héros. Ce n'était pas la gloire de la conquête, mais la dignité de la survie. Ce n'était pas de dominer l'ennemi, mais de trouver la force de résister à l'indomptable. Chaque bol d'argile chauffé, chaque souffle de vie insufflé dans la braise, était un petit acte de défi, un refus de succomber à l'étreinte glacée de la mort. C'était la preuve que la plus grande des batailles est livrée à l'intérieur de nous, contre le désespoir, contre l'apathie, contre la voix qui murmure la reddition. L'histoire, parfois, oublie les détails les plus intimes, les murmures de la résistance, mais c'est en eux que réside la véritable essence de l'humanité. Cette mémoire n'est pas seulement un souvenir, mais un catalyseur. Elle a informé l'architecture, les méthodes de chasse et de récolte, la structure sociale elle-même. Les maisons ont été construites avec des murs plus épais, les granges plus protégées. Le partage des ressources, autrefois une nécessité urgente, est devenu un pilier culturel, un code de conduite gravé non dans les lois, mais dans l'âme. L'hiver, autrefois un ennemi à craindre, s'est transformé en un professeur rigoureux, dont les leçons ont forgé un peuple d'une résilience inébranlable. La glace et le vent, qui furent un jour porteurs de mort, sont maintenant des rappels constants de la force qui réside dans l'union et l'inventivité. Les histoires des chauffages de boue et de braise ne sont pas racontées seulement pour divertir. Ce sont des fables de survie, des paraboles d'ingéniosité. Elles résonnent dans les contes pour enfants, dans les dictons populaires, dans les célébrations annuelles qui marquent la fin de l'hiver. Elles sont un testament vivant de la capacité humaine à transformer l'adversité en opportunité, le malheur en apprentissage. Chaque enfant qui grandit en écoutant ces récits absorbe non seulement des faits, mais une philosophie de vie, que la solution aux problèmes les plus complexes réside souvent dans la simplicité, l'observation attentive et la collaboration. L'odeur du bois qui brûle, la chaleur d'un feu de camp communautaire sont maintenant plus que de simples sensations. Elles sont la réitération d'un pacte silencieux avec le passé. Cet héritage ne concerne pas l'absence de douleur, mais son dépassement. Il ne s'agit pas d'oublier la souffrance, mais de la transformer en sagesse. La mémoire du froid coupant, de la faim atroce, du désespoir qui rôdait autour de chaque abri, sert d'alerte perpétuelle, un avertissement contre la complaisance, contre l'arrogance de croire que la technologie ou la puissance militaire peuvent dominer toutes les forces de la nature. C'est un rappel qu'en fin de compte, nous sommes tous vulnérables et que notre plus grande force réside dans notre capacité à nous unir, à innover avec ce que nous avons et à refuser d'abandonner. La bataille de la boue et de la braise transcende sa localisation et son temps. Elle devient une métaphore universelle de la condition humaine, un miroir qui reflète notre capacité innée d'adaptation et notre soif inépuisable de vie. Dans chaque coin du monde où l'adversité se manifeste, où la rareté s'impose, les échos de cette histoire résonnent, que ce soit dans des zones de conflit, dans des régions dévastées par des catastrophes naturelles ou dans des communautés confrontées à des défis économiques sévères. La flamme de l'inventivité et de la solidarité cherche toujours une fissure pour briller. L'argile et les braises de cette époque lointaine se sont transformées en un symbole intemporel que, même dans les ruines du désespoir, l'espoir peut être modelé de nos propres mains. Et c'est dans cette universalité que réside le véritable pouvoir de l'histoire, non seulement pour nous informer sur le passé, mais pour nous guider dans le présent et éclairer l'avenir. Elle nous invite à regarder au-delà des grands exploits et à reconnaître la grandeur dans les petits gestes, dans la persistance silencieuse de millions de personnes qui, jour après jour, affrontent leur propre bataille de la boue et de la braise. C'est une invitation à la réflexion sur ce qui compte vraiment, la chaleur humaine, l'inventivité qui défie la logique
et l'inébranlable croyance dans la capacité de dépassement, même lorsque le monde autour semble se geler. Le monde, avec sa beauté glaciale et sa cruauté implacable, continue de tourner. Mais cette histoire, la saga de la boue et des braises, reste gravée non seulement dans le paysage, mais dans la mémoire indélébile d'un peuple. Elle est devenue un hymne murmuré, un serment silencieux que la vie, aussi fragile soit-elle, trouvera toujours un chemin. Le froid extrême peut geler les rivières et les cœurs, mais jamais la flamme de l'inventivité et de la solidarité humaine. Les chauffages de boue, faits de désespoir et d'espoir, n'étaient pas seulement des outils de survie. Ils étaient des monuments à la résilience, érigés au milieu du chaos et de la mort. Chaque souffle de chaleur qui émanait de la terre cuite était un cri de vie, un refus de succomber, un témoignage inébranlable de la force de l'esprit. L'arrogance de celui qui sous-estime la nature, de celui qui ignore la vulnérabilité humaine, trouve toujours son prix. La leçon de la bataille de la boue et de la braise est un rappel poignant que la vraie force ne réside pas dans la domination, mais dans l'adaptation, non dans la destruction, mais dans la création. C'est une parabole sur l'humilité, sur l'importance d'écouter les murmures de la terre et de faire confiance à la sagesse des mains qui façonnent et construisent. Les survivants, portant les marques de l'hiver sur leur corps et leurs âmes, ont légué non une victoire militaire, mais une victoire existentielle. Ils ont prouvé que, même dans l'abîme le plus profond du désespoir, l'humanité peut forger sa propre lumière, sa propre chaleur, à partir du plus simple des éléments. Que cette histoire, celle d'un peuple qui a transformé la boue et les cendres en un bastion contre la mort, serve de phare. Un phare qui éclaire l'inépuisable capacité humaine à résister, à innover et à se relever. C'est une invitation à réfléchir sur les batailles silencieuses qui se déroulent tous les jours, dans chaque coin du monde, où le courage et l'ingéniosité sont les seules armes contre l'adversité. N'oublions jamais le coût de la brutalité et la beauté de la résilience. La vie est une flamme ténue, mais avec la boue de la terre et les braises de l'espoir, nous pouvons la maintenir allumée, un rappel éternel contre l'arrogance et pour l'union. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires épiques. Quelle bataille voulez-vous voir ensuite? Laissez votre commentaire et rejoignez notre voyage à travers le passé.